bienvenue à tous. Donc on vous accueille à l'heure du café, sans café, mais on espère que vous avez chacun votre petite tasse à côté. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui et d'avoir avec nous Raphaël Balayi, qui nous accompagne depuis de nombreuses années et qui opère dans la ruche comme coach notamment. Plus que ça, conseiller, confident, voilà. Et avec qui on réfléchit sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, Raphaël va nous partager une expérience personnelle qu'il a vécue de confinement, donc sur un bateau, qui est quand même... ça dépend comment on le perçoit. Hein, dans nos échanges, on s'était dit soit c'est l'archétype de la liberté, ou alors on peut se dire aussi qu'effectivement, c'est un endroit où on est en cercle fermé quand on pense à l'équipage. Et probablement que c'est un peu ce qu'on vit aussi aujourd'hui. On a subitement énormément de temps. Bon, à discuter sur le papier, ça dépend des missions de chacun et puis de l'environnement de chacun. Mais en même temps, on se retrouve dans une sorte d'espace fermé ou en tout cas plus limité que d'habitude, avec un équipage aussi, avec qui il s'agit de collaborer au mieux. Donc aujourd'hui, avec ce parallèle qui donne de l'air et qui nous a paru intéressant, Raphaël va nous partager sur pas mal de thématiques. Je vous laisse les découvrir et je passerai la parole à Céline qui va l'interviewer pendant cet entretien. Merci Caroline, donc on va... Vous m'entendez? Je t'entends bien en tout cas moi. Ouais, c'est bon. Donc on a décidé de faire ça sous forme un peu de dialogue, donc je vais poser un certain nombre de questions à Raphaël et puis vous pourrez compléter à la fin. Alors première question, Raphaël, quel est ton rapport à la mer? Alors je vais vous partager une première photo pour vous donner un petit peu mon rapport à la mer. Donc ça a commencé assez jeune parce que j'ai un père qui était marin et donc j'ai passé beaucoup de temps en famille sur un bateau. Et puis assez jeune, j'avais des copains voileux et donc j'ai eu la chance de partir en bateau et étudiant plutôt en convoyage. Mes premières traversées, ça a été la côte jusqu'à la Corse, avec derrière une nave de nuit et la première rencontre avec ce que peut apporter en fait une nave de nuit et qui est plutôt quelque chose d'assez sympa dans la rencontre, être en capacité en fait de pouvoir rencontrer quelqu'un en dehors, j'allais dire, dans une zone différente, dans une zone qui accroche la rencontre. Voilà. Et très vite, je me suis rendu compte que en fait, la mer, c'était l'opportunité de la rencontre. Et c'est essentiellement ma principale motivation par rapport à l'eau, enfin en tout cas à la mer. C'est-à-dire cette espèce de voyage où on va, dans ce confinement, rencontrer quelqu'un. Et puis, j'aime les challenges et très vite, je me suis dit, mais ce qui serait intéressant, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, le plus grand convoyage que j'avais fait, c'est Toulon-Marmaris en Turquie, où je me souviens avoir fait 11 jours de mer sans toucher pied, sans toucher terre. Ça m'avait déjà pas mal marqué. Et puis, comme tous ceux qui font un peu de la voile, j'avais un rêve de traverser l'Atlantique en se disant, tiens, en traversant l'Atlantique, ça doit être l'ultime de ce qu'on peut pouvoir faire en bateau, sans compter qu'on peut évidemment faire le tour du monde. Mais bon, pour moi, à mon échelle, ça me paraissait déjà pas mal. Et donc, j'ai fait 2 tentatives échouées de traversée de l'Atlantique, dont je vous parle 5 minutes. La première a été en 2005 avec des très bons copains. On rejoint un copain qui avait comme projet de passer un temps en famille et on devait prendre le bateau dans des îles bien au sud de l'Espagne. Et puis finalement, le bateau s'est trouvé en Sardaigne et j'ai vécu 5 ans. Et là, j'ai eu une première expérience du confinement un peu particulière qui a été le repli complet sur moi, c'est-à-dire dans le domaine du vital. C'est-à-dire que j'avais 2 mètres entre moi et le téléphone satellite qui permettait d'appeler nos familles pour leur dire que ça se passait bien. Eh bien, je ne faisais pas ces 2 mètres parce que, en fait, c'était pas vital de les faire. Pour vous mesurer l'état dans lequel j'étais,
j'ai été malade pendant 3 jours, je n'ai ni bu ni mangé pendant 3 jours. Tout ce qu'on pouvait essayer de boire ou manger ressortait quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça a été une première expérience douloureuse, mais ça ne m'a pas dégoûté de la mer. Un peu plus tard, 5 ans plus tard, en 2010, avec les mêmes bandes de copains, on a essayé de le refaire. Bon, on n'a pas réussi à trouver le bateau qu'on voulait pour pouvoir traverser, donc là, on n'est même pas monté sur le bateau, mais c'est toute une logistique d'organiser une traversée. Et puis, voilà, en 2018, Ludovic, qui est branché aussi, qu'on voit, il y a sa caméra, il peut peut-être faire un petit signe, comme ça, on pourra l'identifier. Qui est mon cousin Germain, qui lui avait comme projet de passer 1 an avec sa famille sur un bateau, a envoyé assez tôt, parce que Ludovic est quelqu'un de très organisé, assez tôt, en disant voilà les dates à laquelle je peux éventuellement vous recevoir. Et moi, j'avais mon petit rêve. Et quand dans la vie, vous avez un rêve, souvent il y a des bonnes étoiles qui vous envoient des opportunités. Donc Ludovic était mon opportunité de réaliser mon rêve. Donc j'ai tout de suite appelé en lui disant je suis partant, ça m'intéresse. Voilà, et donc lui, il est parti de France et on l'a rejoint à Lanzarote, dans les Canaries. Et puis on a fait Canaries jusqu'à Fort-de-France. Voilà, et je vais vous montrer le bateau, comme ça vous allez pouvoir l'admirer. Hop. Voilà le bateau sur lequel nous étions. Et qui nous a accompagnés, qui était Atlantide. Voilà, ça a été une belle aventure. Je te laisse me re-questionner, Céline. Ouais, donc tu as dit que c'était ta motivation, c'était vraiment l'opportunité de rencontre. Et du coup, est-ce que tu peux vraiment nous parler de cette traversée de l'Atlantique et nous partager ton expérience? Alors, c'est quoi cette expérience? Bon, ça a duré 21 jours, je crois, et 3 heures, si mes souvenirs sont bons. À bord, nous avions une statistique assez énorme, élaborée pour déterminer quel jour et quelle heure nous arriverions, si c'était le jour, la nuit, etc. Enfin bon, c'était rigolo. Donc, une expérience de confinement comme celle-ci, ça se prépare et c'est drôle parce que Ludovic m'a appelé le premier jour du confinement et m'a dit nous, on a traversé l'Atlantique, on sait ce que c'est maintenant, je pense qu'on est préparé. Donc, c'est rigolo qu'il se connecte à cette conférence. C'est évidemment un confinement qui est choisi. Et à partir du moment où il est choisi, il est bien mieux vécu. Ce qui est aussi important, c'est potentiellement de choisir son équipage. Donc voilà notre équipage. Ce n'est pas un équipage classique, puisque vous voyez Marilou qui avait 11 ans, un petit chien qui est là et qui a fait partie de l'aventure. Et puis il y avait une fille et un beau-fils de Delphine et Ludovic. Moi, Alors, j'interromps juste, moi à l'écran, j'ai toujours le voilier. Ah, alors j'essaie de la remettre. Est-ce que ça marche mieux? Partager, pause. Bon, alors attends, je refais partager. Hop, voilà, vous la voyez? Oui, c'est tout bon, merci. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans une traversée, en tout cas, moi, ce qui m'a motivé, ça a été en fait l'idée de rencontrer chacune de ces personnes. Et j'avais un objectif de rencontre pour chacune des personnes. Et puis, voilà, les nuits. Et d'ailleurs, on a défini nos quarts de nuit avec cet objectif-là, c'est de se dire on ne va pas faire les quarts avec les mêmes personnes chaque fois. Et donc, tous les 2-3 jours, on a changé, ce qui a permis en fait qu'on puisse chacun être à la rencontre des uns et des autres. Et bizarrement, la nuit est plus propice à ces rencontres. Alors pourquoi? Peut-être parce que quand on est seul avec l'univers étoilé au-dessus de soi, il y a peut-être un côté plus étrange, plus étonnant et qui fait qu'à un moment donné, on se laisse aller. Voilà, et je pense qu'on est davantage dans un discours de sincérité, de vérité, d'échange entre deux personnes qui, quelque part, partagent la même expérience. Et ça, Enfin, moi, chaque nave de nuit a toujours été pour moi assez magique. Et je me dis, mais quel dommage d'avoir la chance de connaître des gens et de les connaître que superficiellement. Alors qu'en fond, en fait,
j'ai toujours une petite phrase en tête de Lelouch qui dit « on se connaît et puis un jour on se rencontre ». Voilà, sur un bateau, on peut se rencontrer. En tout cas, on a vite fait de comprendre si on s'entend, si on ne s'entend pas, et c'est assez merveilleux. Voilà. Donc, la chance de faire des vraies rencontres, c'est quelque chose d'essentiel à mon sens. Et tu nous avais dit en préparant que tu avais justement préparé ces rencontres. Comment tu les avais préparées? Bah, mentalement, Delphine, je connaissais pas, enfin Delphine et Ludovic, je les connaissais, mais les autres personnes de l'équipage, je ne les connaissais pas. Et moi, j'aime rencontrer des gens, donc c'est à la fois c'est un voyage intérieur parce qu'on a la possibilité de se recentrer sur soi et de découvrir un certain nombre de choses sur soi. Et à la fois, vous vivez autour de gens et vous avez et le temps et la chance de pouvoir les rencontrer. Voilà, et moi, j'estime que derrière une rencontre, il y a une aventure d'apprentissage à faire assez extraordinaire. Et ne serait-ce que découvrir comment Ludovic et Delphine ont préparé leur traversée de l'Atlantique, moi, j'ai été bluffé. En termes de ravitaillement, en termes de logistique, c'est étonnant. Et donc, voir des gens qui préparent ça, c'est-à-dire est-ce que moi je l'aurais préparé de cette façon-là, etc. Donc, ça nous renvoie tout un tas de choses sur nous assez rapides. Merci. Donc, ce que tu as vécu, c'était un confinement voulu, tu l'as dit, et la situation qu'on vit actuellement, c'est un confinement qu'on subit. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication là, sur comment réagit l'être humain dans ces situations? Alors, qu'il soit voulu ou subi, la question, c'est l'histoire qu'on a envie de se raconter là-dessus. On a tous l'opportunité, en fait, de vivre notre confinement aujourd'hui de différentes façons. Moi-même, j'ai bougé dans ma façon de vivre ce confinement. Je me suis rendu compte en 48 heures que l'ensemble de mon chiffre d'affaires et de mes clients ont annulé toutes les formations qu'on avait mises en place. D'un seul coup, je me suis dit, le monde s'effondre. Et en plus, je ne peux rien faire et en plus, je suis chez moi. La sanction, quoi. Et puis, très vite, on peut se dire, ouais, mais du coup, qu'est-ce que j'en fais? Comment je le tourne? Quelle est l'opportunité qui est derrière? Voilà, un confinement, ça peut être une privation de liberté ou peut-être l'opportunité d'un voyage intérieur. Voilà. Quand moi j'ai préparé, en fait, je suis plutôt quelqu'un d'extraverti et quand j'ai préparé cette traversée de l'Atlantique, pour moi, ça a été de se dire de quelle façon je vais me rencontrer, de quelle façon j'ai envie de me découvrir dans d'autres domaines. Et donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc l'opportunité derrière ce confinement, vous avez tous et on a tous la possibilité, en fait, de pouvoir se raconter une histoire qui nous va et qui nous plaît. Voilà. Ça peut être une perte de temps, le confinement, mais ça peut être aussi un gain de temps. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Comment je vais occuper le présent pour qu'après, j'ai gagné du temps? Voilà. Ça peut être une perte économique ou un recentrage sur l'essentiel. D'ailleurs, il y a pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai écouté un TED sur une conférence d'un chercheur à Harvard qui travaille sur le bonheur. Et c'est une étude assez passionnante puisque c'est une étude qui a permis en fait d'étudier des gens d'après-guerre. Et cette étude a duré 75 ans. Et tous les 2 ans, on va rencontrer ces gens-là, à la fois eux, leurs amis, et on va les rencontrer dans leur salon. Et en fait, le fruit de cette étude, c'est qu'est-ce qui rend heureux les gens. Et ce qui rend heureux les gens, ce qui rend les gens en meilleure santé, c'est la qualité des relations qu'ils ont. Mais quelle opportunité nous avons aujourd'hui dans le confinement qui est le nôtre pour améliorer la qualité des relations que nous avons, que ce soit dans nos familles, que ce soit avec nos amis. Moi, je n'ai jamais autant appelé mes amis. Et je regrettais que dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai peu de temps à consacrer à mes amis. Et je trouve que finalement, voilà, être asséner les relations qu'on peut avoir avec des frères ou des sœurs tendus, avec qui ça se sent tout le temps, avec des amis, avec des enfants. Je trouve que ce confinement est merveilleux pour ça. Et ce qui me semble essentiel, il est là. Voilà, c'est comment est-ce que je vais occuper ces relations. Alors, on est tous à bâtir des mondes économiques, mais bizarrement, ce n'est pas ce qui nous rend plus heureux.
Voilà, donc je suis assez convaincu que finalement ce confinement nous recentre sur quelque chose d'essentiel, c'est finalement la qualité des vraies relations que nous pouvons avoir. Alors sur un bateau, on a beaucoup en fait de rituels qui sont liés à la sécurité et donc les temps d'oisiveté, en tout cas on s'occupe beaucoup, voilà. Et nos rituels répondent aussi à plusieurs objectifs qui sont à la sécurité, au développement personnel, au loisir. Donc voilà, on est assez séquencé. Et donc finalement ce confinement il est organisé. Et je pense que c'est ce qu'il faut. On a besoin quelque part à un moment donné de savoir comment ça fonctionne. Alors, moi, je vis ce confinement assez facilement. Mon bureau est chez moi. Donc, j'ai l'habitude de me lever, d'avoir des rituels, etc. Mais je me mets dans la peau de ceux qui vont au bureau traditionnellement, qui se retrouvent là chez eux, qui est leur lieu de plaisir et de loisir et de détente de week-end. Et qu'est-ce qu'ils font s'ils ne prennent pas ces rituels? Mon fils aîné me disait, c'est dur. Voilà, il est isolé dans une maison avec des copains, mais c'est plus propice pour faire la fête que pour travailler. Donc voilà, on a besoin, pour certains, d'avoir des rituels et qui sont mis dedans. Autrement, ce qui est aussi un élément qui est intéressant dans la notion du confinement, c'est le côté thérapeutique du confinement. Finalement, quand ça ne va pas avec quelqu'un, si vous êtes dans un endroit clos, si vous faites la gueule, c'est tout de suite, ça se sent. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est pas de s'isoler et d'aller faire la gueule, c'est de se dire, tiens, mais finalement, quelle est la meilleure personne pour qui je dois en parler? Habituellement, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait dans une boîte? Ben, on se tire. On va se mettre tout seul dans son coin, puis on fait la gueule, et puis ça ne change rien, ça ne peut faire qu'amplifier le problème. Dans un endroit confiné, on est obligé d'en parler. On est obligé de se dire les choses. Voilà. Et c'est la meilleure façon de pouvoir résoudre un problème, c'est finalement d'en parler. C'est pour ça que je trouve que le confinement est un bon lieu pour pouvoir résoudre ces éléments-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, il y a eu un élément, j'avais peut-être des présupposés au démarrage avec la présence de Marie-Lou, 11 ans, et des adultes. Et je trouve que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire de ce que l'on pense être à un moment donné quelque chose qu'on pourrait penser difficile comme une opportunité. Et Marie-Lou, c'est une enfant et elle aime jouer. Et en fait, les meilleures soirées qu'on ait passées, on les a passées grâce à Marie-Lou, parce qu'on lui a donné carte blanche pour nous organiser des soirées à thème. Alors, je vais partager avec vous une petite photo. Hop. Voilà, alors ça, c'était une soirée pirate. Vous la voyez? Oui, oui, oui. Voilà. Et bah, c'est intéressant de se dire, finalement, la vie, elle peut être chiante ou la vie, elle peut être un jeu. Voilà, ouais, c'est toujours cette notion de risque ou opportunité. Comment je décide de vivre ce que je vis? Voilà. Et je pense que dans la vie dans laquelle nous sommes, on est souvent sérieux et on oublie de jouer. Et je trouve que les enfants ont ce regard intéressant. Et c'est nous rappeler que bah, de temps en temps, on peut se décaler. Alors Céline, tu vas me dire, j'aimerais vous passer 2-3 photos autres. Vous voyez ça ou pas? Oui, Voilà. on voit l'équipage là, l'oiseau. Ah, non, vous voyez l'équipage? Zut, alors c'est pas ce que je voulais vous montrer. Non, maintenant on voit un oiseau sur les panneaux solaires. Voilà, super. Donc ça a été une rencontre. Le confinement, c'est aussi des rencontres inattendues. Et donc là, on est loin de l'Afrique déjà, et on se demande qu'est-ce que fait cet oiseau. Donc, qui ressemble à un espèce de goéland, mais bon, c'est un oiseau à pattes palmées qu'on voit africain. Il est resté 3 jours sur notre bateau. Donc voilà, c'est des rencontres un peu inattendues. Et je pense qu'en fait, il faut savoir de temps en temps lâcher prise. Et du coup, on a de l'inattendu dans les rencontres que l'on peut faire. Voilà, on a aussi donc là, vous voyez la pêche, là ou pas? Oui, oui. Voilà. Donc, on a eu 2 belles surprises. On pourrait penser, ça nous fait un petit clin d'œil sur la qualité de l'eau et de la mer, mais on a réussi à pêcher que 2 dorades coryphènes.
Voilà, on était contents, je peux vous dire, quand on les a mangés. Mais c'est peu, surtout une traversée de 21 jours. Voilà, et puis une autre belle surprise, là on était plus proche de l'arrivée près de la Martinique. On a vu plusieurs baleines en fait surfer, donc ça c'était des belles rencontres aussi. Voilà. Céline, je vais te redonner la main. Oui, merci. Du coup, on a beaucoup parlé de rencontres avec les autres, mais tu nous as dit aussi que cette traversée, ça avait été une formidable opportunité de te rencontrer avec toi-même. Est-ce que tu peux partager également cette expérience? Oui. Alors on est tous partis avec un livre de bord à écrire. Et moi, j'ai un rapport à la lecture et l'écriture un peu difficile, parce que je suis depuis tout petit un dyslexique. Et je me suis ancré dans l'idée que l'écriture ne serait pas pour moi. Et la lecture, je ne prends pas forcément du plaisir, sauf quand je suis dans une lecture utile. Voilà, je ne l'ai pas là, mais dans ma bibliothèque, il y a le livre des Glénans, indispensable pour tous les marins. Voilà, c'est ce que j'appelle une lecture utile. Et je me suis en fait découvert un plaisir à l'écriture. Il y a une technique qui s'appelle l'écriture automatique. Je savais, parce que j'avais fait des exercices de développement personnel, que j'étais plutôt sensible à cette technique-là. Et donc, le soir, pendant mes quarts, à la lumière rouge de la table à cartes, je me suis régulièrement posé pour pouvoir écrire. Et je vais vous lire ce que j'ai écrit 8 jours après notre départ. J'ai des envies d'écriture autres que descriptives. Pourquoi ne pas faire appel à l'écriture automatique et me laisser aller sur des poèmes? Laisser la plume s'exprimer au rythme des vagues, laisser l'écume des jours nous cueillir, nous surprendre et nous emmener vers des territoires inconnus. Pourquoi ne pas surfer sur la profondeur de nos pensées, là où l'inconscient pourrait nous surprendre, là où la sérendipité pourrait nous illuminer? Nous entourer de cette houle qui caresse l'océan de nos pensées, de nos idées. Il m'aura fallu 8 jours pour lâcher les amarres de mes certitudes et oser être sans retenue, laisser mes pensées vagabonder sans jugement, oser la grâce des mots nous séduire, oser écrire pour ne rien dire et savourer le plaisir de l'encre qui coule, qui glisse au long de mes pensées. Et si la vie n'était que pensée? Et si la vie était là, le long de cette oscillation, pourquoi ne pas cueillir l'instant présent, sentir les embruns, sentir cette douce caresse du vent sous la peau, laisser l'utile pour préférer l'inutile, pour s'ouvrir au bruit de la vie et laisser résonner le sens des mots, du vent, de l'écume. Quelle joie, quel plaisir de se laisser à être. Il faudra prolonger cette nouvelle expérience en moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as prolongé cette nouvelle expérience? Pas assez. Pas assez. C'est des moments de lâcher prise. Et en fait, finalement, je trouve que cette opportunité de confinement que j'ai vécue a été pour moi une espèce de révélation. Finalement, je me sentais capable d'écrire, je me sentais prendre du plaisir dans l'écriture. Et donc, voilà. Et donc, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que finalement, l'expérience de confinement, c'est aussi un temps qu'on a, chacun de nous, chacun de vous, puisque vous m'écoutez, à pouvoir se dire, mais c'est quoi mes rêves? Quels sont les rêves dont j'ai toujours voulu réaliser et finalement que j'ai mis de côté parce que je suis dans la vie, je suis dans mon boulot, je n'ai pas pris le temps finalement de les mener à bien. Voilà. Et moi, j'avais dans ma tête un fond de rêve qui était de me dire, comme tout consultant, ce serait bien d'écrire un livre. Je vois que Marc Rousse est connecté et je l'interviewais il y a quelque temps quand il a sorti son livre sur le temps que ça lui avait pris, etc. Et je pense que c'est une expérience qui est différente pour chacun. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris la décision de me mettre et de le faire comme je l'aurais fait habituellement, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire, c'est quoi les chapitres, les sous-chapitres, quelqu'un qui est plutôt structuré, organisé. Je me suis dit, mais fais-le dans le plaisir.
Et voilà. Et j'ai plutôt commencé en écriture automatique à écrire ce que j'avais envie d'écrire sans savoir sur quel thème j'allais écrire. Et en fait, je suis parti sur l'impulsion d'une vidéo que j'avais pu voir sur les gens qui définissaient. C'est Julien Perron qui a été voir pendant plusieurs années en fait et qui a interviewé 1500 personnes en leur posant la question c'est quoi le bonheur? Voilà, chacun définissait en fait et donnait sa définition. Et puis je me suis dit mais moi j'aimerais bien écrire ce que c'est que ma définition du bonheur. Voilà, et ça a été l'impulsion de mon démarrage du livre que je suis en train d'écrire. Voilà. Merci. Et j'ai vu que Grégor disait très beau texte. Merci pour le partage. Et maintenant, si on transpose tout ce que tu nous as dit en milieu professionnel, qu'est-ce que pourraient aujourd'hui faire les managers et les équipes dans les jours et les semaines qui viennent? Ok. De mon point de vue, parce que j'ai une exigence de qualité de relation et que je pense et suis convaincu, comme cette étude d'Harvard, que ça rend heureux les gens, je pense que nous sommes professionnellement, nous avons une qualité de relation qui est insuffisante. Nous avons des barrières sociales qui fait qu'il y a le monde professionnel et puis il y a le monde personnel. Et puis, voilà, si mon collègue n'a pas envie de parler de ce qui se passe dans sa vie perso, je ne rentre pas dedans. Voilà. Et donc, du coup, il y a des questions, du coup, ça va? Ouais, ça va bien. Mais c'est un ça va de politesse, c'était une réponse de ça va bien de politesse, mais finalement, les gens ne se sont pas rencontrés dans cette question-là. Voilà. Et je me dis quel dommage de rater ça. Et derrière en fait ce confinement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de Zoom, comme on est en train de faire maintenant. Et bizarrement, on a un fond. Voilà, je vois que Céline, elle a un plafond à la française au-dessus de sa tête, qui me laisse dire qu'elle habite peut-être dans une maison un peu ancienne, etc. Et donc, du coup, j'ai quelques informations sur elle et ça m'invite à éventuellement rentrer chez toi. Voilà. Et je pense, moi, je n'ai pas fait une séance avec des gens sur Zoom sans qu'il y ait un enfant qui pousse la porte, etc. Ça oblige à se dire, tant pis, je ne vais pas me dire que je ne vais pas cacher mon enfant, etc. Et donc, finalement, moi, je joue le jeu. Je dis, tiens, viens, dis-moi qui tu es, etc. Et puis voilà, puis on fait une pause de 5 minutes, c'est pas grave, quoi. Et je pense qu'on a besoin, en fait, peut-être de mieux se connaître et professionnellement, on ne pourra en tirer que du plus de ça. Voilà, j'ai assisté à différentes réunions ou vu des réunions où finalement, c'est un temps difficile, ce qu'on est en train de vivre, en tout cas unique. Comprendre comment chacun vit ça, c'est intéressant. J'apprends de l'autre de savoir comment est-ce qu'il vit ce confinement. Et m'intéresser à ça, je peux peut-être directement rentrer sur la question boulot, mais je peux peut-être commencer ma matinée par lui dire et toi, comment ça va? Comment ça se passe pour ton conjoint? Quel impact ça a dans ta famille? Et je pense que cette curiosité-là ne peut nous donner qu'un plus, en fait, derrière professionnellement. Alors, j'ai découvert quelques bonnes pratiques que j'avais envie de partager avec vous sur l'utilisation du Zoom. Alors, tout le monde n'a pas mis sa caméra là, je vais me mettre, mais dans les bonnes pratiques de l'utilisation du Zoom, là, on est combien? On est 44. Ça serait vachement sympa quand quelqu'un dit quelque chose que tout le monde sache si tout le monde pense la même chose. Et donc, avoir une résonance. Là, on est 4-5 à être connectés, mais on ne sait pas finalement les autres ce qu'ils pensent. On ne sait pas s'ils sont en train de faire autre chose ou s'ils sont attirés ou pas. J'ai découvert un petit geste que je trouve absolument génial, que j'utilise aujourd'hui dans mes formations et que je vous préconise d'utiliser dans un Zoom. C'est si vous partagez en fait ce que l'autre dit, vous faites ça. Voilà, c'est donner une résonance en fait à ce que l'autre dit. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne une voix au collectif. C'est un espèce de sondage en direct. On pense tous ce truc-là. On est tous d'accord là-dessus. Il y en a la moitié qui sont d'accord, l'autre moitié, ils sont moins d'accord. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'est un vrai plus dans la notion du partage. Voilà. Puis s'il y en a un qui a envie de parler dans un Zoom, il peut lever la main. Et puis s'il y en a un deuxième qui veut parler, il peut dire tiens, moi je veux bien être le deuxième. Puis moi je veux bien être le troisième. Et vous voyez que rien que ça régule. Alors c'est rigolo parce que ce petit truc, c'est ma fille qui
me l'a donné. Ils utilisent ça dans une association qui s'appelle le CISV. Et ma fille est partie plusieurs années au CISV, qui est une association qui a été créée par une Américaine pour fédérer la paix dans le monde. Et elle a imaginé que pour qu'il y ait plus de paix dans le monde, il faudrait que des gens à l'âge de 11 ans se connectent et se rencontrent. Et donc, la première voyage que les gens font au CISV, c'est ils ont 11 ans, c'est-à-dire l'âge de la 6e, ils sont encore des enfants, hein, ils ne savent pas parler autre chose que leur langue, et vous avez 15, 20 délégations de pays qui se rencontrent en même temps, et ils apprennent ce genre de petits gestes, ils apprennent ces éléments-là pour essayer de se comprendre et de se parler. Voilà, je trouve que c'était plein de bon sens, et c'est intéressant de pouvoir se dire, tiens, et si on les réutilisait dans nos réunions Zoom. Voilà, et puis je pense qu'on aurait à gagner professionnellement à se parler davantage en vérité, voilà, et à ne pas se cacher derrière des fonctions, des responsabilités, etc. Et je pense que cette période de confinement est peut-être plus propice, ça, parce que justement c'est différent. C'est un peu comme la nappe de nuit. Voilà, c'est différent, donc je m'autorise à. Et ben aujourd'hui, c'est différent. C'est une vraie opportunité de se parler autrement. C'est peut-être une occasion de se dire à son manager, on ne fonctionne pas bien, il faudrait qu'on redémarre. Prenons du temps ensemble. Il est chez lui, je suis chez moi, mais on peut se voir. Et voilà, moi je trouve que profitons de ces semaines. Et j'ai cru comprendre qu'elles allaient encore un peu durer pour peut-être améliorer la qualité de nos relations entre nous. Merci. Et de la même façon que la traversée d'Atlantique, ça a été un temps pour toi de développement personnel, ces semaines de confinement, ça pourrait être pour chacun de nous une réelle opportunité de temps de développement personnel et de formation. Est-ce que tu as quelques conseils ou bonnes pratiques à nous partager également? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai attaqué plusieurs formations en même temps. Alors le fait que j'ai un objectif de livre me motive parce qu'il faut que j'aille documenter mon livre. Mais moi je me dis que l'essentiel dans la vie, une des choses essentielles dans la vie, c'est de continuer à apprendre. On a la chance d'avoir Internet et de passer 1 à 2 heures par jour pour se développer me paraît essentiel. Si je passe ma journée à faire des choses mais que j'ai rien appris, c'est pauvre. Voilà. La chance avec des conférences TED, avec des bibliothèques numériques, c'est que le monde est à nous, il faut juste aller le cueillir et le chercher. Donc si on fait un peu de lien, ça voudrait dire que c'est qu'est-ce que je veux faire de ce confinement, c'est quels sont mes rêves, et sur quoi je fonctionne aujourd'hui. Est-ce que j'ai un boulot, est-ce qu'il me va? Puis si mon boulot ne me va pas bien, peut-être j'ai envie de faire autre chose, je peux peut-être profiter de ce temps-là pour faire autre chose. Si j'ai un rêve, je peux peut-être profiter de ce temps-là pour améliorer mon rêve et travailler sur des petits pas que je pourrais mettre en œuvre. Et puis du coup me dire 1 heure, 2 heures par jour, je fais une conférence, je lis un article, je fais des choses, et puis si c'est bien, je le fais partager parce que c'est intéressant. Merci. Et ma dernière question, on parle en ce moment beaucoup d'avant et d'après. Alors Titi, attends, excuse-moi, je te coupe la parole. Vas-y, je t'en prie. Je te coupe la parole. Petit truc, je suis en train de me former avec un type qui s'appelle Idriss Aberkan, qui a fait un MOOC qui s'appelle Libérez votre cerveau. Et pourquoi je vous parle de ça? Ce n'est pas pour lui faire de la pub, mais c'est simplement pour vous dire que j'achète 70 €, 10 heures de vidéo, dans lequel moi je vais me cultiver, je vais prendre des choses intéressantes, etc. 7 € de l'heure pour arriver à se développer, ça me paraît bien payé, quoi. Et n'importe quel type de formation que vous passeriez vous coûterait beaucoup plus cher. Voilà, il n'y a pas de barrière à l'apprentissage. Il faut juste avoir un objectif et se dire où est-ce que j'ai envie d'aller. Voilà, Ça reprend le livre qu'il a écrit? Oui, sûrement. Oui, j'ai vu qu'il y avait là un titre de livre qui s'appelait aussi Libérer votre cerveau. Et comme je suis un flemmard à la lecture, j'ai fait la formation. Merci beaucoup pour le partage. Ouais, du coup, je disais qu'on parlait beaucoup en ce moment d'avant et d'après. Et toi, est-ce que tu as un souhait pour l'après? Alors, j'essaie un petit peu de réfléchir sur cette question et je les ai listées. D'abord,
je pense que l'après, c'est important, mais le plus important pour être heureux, c'est le pendant. Donc, c'est maintenant et c'est dans le présent. Il me paraît essentiel, en fait, de réfléchir à qu'est-ce que je dois faire maintenant pour préparer l'après. Si on se focalise tous sur l'après et qu'on est en train de se mettre du stress en se disant il y aura un gros crash économique, il y aura tout un tas de choses, on ne va pas faire ce qu'il faut. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour pouvoir me consacrer à ce qui va se passer demain pour moi, pour les autres, pour ma communauté. Et je pense qu'il y a des tas de choses à faire. Enfin, en tout cas, moi, je sais que mon bouquin, ça sera probablement dans le futur et dans l'après. Mais aujourd'hui, je peux me faire des tas de choses pour avancer et avancer sur ce projet-là. Voilà. Alors après, avec une vision un peu plus macroéconomique, je fais quelques constats. C'est que 100% du monde entier aura une expérience de 2-3 mois de confinement et donc de travail en webcam sur Zoom comme on est en train de le faire. Et j'ai la conviction que ça va en fait complètement changer notre approche en fait du travail. Ça risque de bouleverser grand nombre d'économies et probablement l'économie de l'immobilier d'entreprise. On le voyait déjà, des entreprises qui commençaient à réfléchir et de se dire on va faire du flex office, etc. Le confinement va accélérer ce truc-là. Tous les freins qu'on avait nous montrent qu'en fait, c'est possible, ça marche, on arrive à s'interconnecter. Alors oui, on a tous une soif d'avoir des rencontres physiques, de pouvoir se retoucher, etc. Mais pour autant, on va vivre des choses autrement. Et je pense que le déplacement de demain aura une valeur ajoutée bien autre que celui d'aller travailler dans un bureau. On se déplacera pour aller rencontrer l'autre, pour travailler avec lui, pour phosphorer avec lui, mais plus forcément pour travailler dans un bureau. Donc je pense que ça va bouger les choses pas mal. Dans l'après, je pense qu'on va devoir travailler sur la valeur ajoutée qu'on apporte aux choses. Et moi, je m'interroge aujourd'hui dans notre économie sur le poids des intermédiaires. On voit un producteur, un distributeur, un deuxième distributeur, etc. Puis finalement, il y a 4-5 intermédiaires pour arriver au client final. Je ne suis pas sûr que dans l'économie de la valeur de demain, on puisse en fait continuer à travailler comme on travaille. Et une fois de plus, je vais prendre la ruche industrielle comme exemple. C'est marrant de voir des industriels en fait se regrouper pour pouvoir se dire pourquoi est-ce qu'on innoverait pour nous alors qu'on peut innover en communauté. D'abord, ça a du sens, ça répond à un idéal qui me paraît intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas la ruche industrielle, c'est un lieu pour moi, je le définirais, de co-innovation industrielle que certains industriels ont décidé de partager et de construire des projets ensemble. Et je pense que l'économie de demain, elle sera construite en fait autour à la fois d'aventures humaines, puisqu'on a tous besoin de ces aventures humaines, mais plus directement en lien avec notre client final, avec l'idée qu'on doit lui apporter de la valeur. Un service qui n'aura pas de valeur demain sera un service qui ne sera plus acheté. Ensuite, on va aller, je pense, vers quelque chose où il y aura plus de partage, plus de proximité, plus de générosité. Cette période de confinement réveille en nous l'envie de contribuer, l'envie de participer à quelque chose de plus large. La communauté des coachs s'est mise gratuitement au service du monde entier. Bon, ça, c'est à l'intérieur de mon métier, mais je suis convaincu que dans plein d'autres métiers, les gens le font. Et l'entraide, en fait, sera, je pense, plus présente demain. En tout cas, on aura cette notion-là. On n'a pas, nous, notre génération, connu la guerre, mais je pense que cette période de coronavirus rentrera dans l'histoire comme un déclencheur, en fait, de cette économie du partage qu'on voyait déjà, qu'on entendait déjà, mais je pense que là, ça va être très fort derrière. Je pense que d'une façon ou d'une autre, l'après sera aussi centré sur peut-être l'indépendance de nos territoires. On va réindustrialiser la France qu'on a désindustrialisée dans les années 90. Il faudra qu'on accepte de payer les choses probablement plus chères. Mais je vois nos Suisses à côté, voisins, qui n'ont jamais
par besoin d'autonomie et qui ont gardé axe sur leur territoire, il y a une notion de fierté et d'indépendance qui est importante. Et c'est marrant parce que il faut partir à l'étranger et habiter à l'étranger pour se rendre compte à quel point la France peut nous manquer. Cette notion de mon territoire, il est à moi, je m'en rends vraiment compte, ou en tout cas il m'est cher, je m'en rends compte quand je commence à quitter mon territoire. Et je pense il sera demain intéressant de se dire comment chacun d'entre nous développe notre territoire, comment est-ce qu'on trouve de l'indépendance derrière ça, et on va dégager de la fierté derrière cet élément-là. Oui, je parlais de ma filleule qui, parce qu'elle habite à l'étranger et à 20 ans, me dit c'est la première fois que je me connecte avec un groupe d'amis et c'est mes amis de cœur. Et j'avais l'impression qu'elle découvrait ce que c'était qu'une famille et une communauté. Et c'est parce qu'elle est éloignée, en fait, qu'elle est en train de prendre conscience de l'importance en fait de cette communauté et la façon dont finalement, quand on est loin, on échange plus, on est plus solidaires les uns des autres, etc. Et je pense que en fait, c'est extrêmement important de pouvoir se dire, je dois pouvoir tisser des liens avec cette communauté qui est la mienne, mais il ne faut pas attendre le confinement pour le faire, pour s'occuper de ses voisins ou se prendre en compte. Il faut juste se dire, mais c'est maintenant et je peux le faire. Voilà. Et ça rejoint l'idée qu'il y a plusieurs hormones du bonheur. Il y en a une qui est l'ocytocine, et que plus je prends et j'ai l'impression en fait d'avoir un lien fort avec mes proches, j'ai l'impression qu'ils me font confiance, que je leur fais confiance, qu'on peut se compter dessus, avec ma famille, mes amis, mes collègues, mes partenaires, et bien plus en fait je vais pouvoir développer en fait cette ocytocine qui est l'hormone du bonheur. Voilà. Et puis, pour pouvoir échanger et terminer le dernier point, c'est l'idée que, en fait, l'après, c'est remplir les rêves que le confinement aura permis de faire naître. Donc, c'est vos rêves à vous. C'est vos envies de changer le monde. Voilà, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas attendre. C'est maintenant que vous pouvez le construire, car je pense que c'est aujourd'hui qu'on construit demain. Voilà. Et si, quand vous posez des questions et vous nous partagez vos rêves de changer le monde, ça sera déjà un bon plus. Voilà, on peut peut-être passer aux questions maintenant. Merci beaucoup. Et donc, on vous redonne la main. Et puis, Caroline, je te laisse animer et puis conclure ensuite. Faire juste un petit témoignage, c'est Alexa qui parle, Alexa Simonin. Quand tu as parlé, Raphaël, de ta traversée de l'Atlantique confinée sur le bateau, ça m'a fait penser, moi j'ai déjà fait en famille, on a marché pendant quasiment une semaine à travers les Alpes avec un âne en bivouac, et ça m'a vraiment fait penser à ça, parce qu'on n'était pas sur un bateau, mais on était finalement une petite cellule confinée avec notre âne, et j'ai retrouvé beaucoup de choses dans ce que tu as relaté de ton expérience. Et le fait à un moment presque hors du temps et on se retrouve soi-même en famille, finalement c'est un peu comme le confinement aujourd'hui. D'une certaine manière, j'avais jamais fait le lien, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Il y en a qui nous quittent. Moi, j'avais une question pour toi, Raphaël. Tu as parlé d'un phénomène qui est induit par cette crise et puis par le confinement et l'utilisation de la visioconférence dans le milieu professionnel, et du coup qui met en évidence qu'on avait deux mondes bien distincts, le privé et le public ou le professionnel. Comment t'expliques ça? Parce que quand on regarde l'évolution des modes de management, des modes managériaux, il semblait qu'on était sur un mode de management très humain, en fait, qu'on prenait en compte vraiment l'humain dans les modes actuels de management. On était loin du Fordisme ou du Taylorisme. Et en fait, avec cette crise-là, on se rend compte qu'on avait vraiment deux mondes complètement scindés. Quelle est ta vision par rapport à ça? Il faut que tu réactives ton micro, par contre. Je suis d'accord avec toi.
on est dans un mode de management qui est beaucoup plus humain, mais ce n'est pas parce qu'on est humain qu'on se connaît. On peut faire preuve de beaucoup de gentillesse, de beaucoup de bienveillance, de beaucoup d'écoute et d'attention, mais pour autant, on n'a pas forcément fait la rencontre de l'autre. La rencontre, elle est à partir du moment où on a compris l'essence de la motivation de l'autre. Et ce n'est pas si simple que ça de comprendre l'essence de la motivation de nos proches. Ça fait partie de notre intimité, ça fait partie de nos questionnements. Et voilà, je pense qu'on gagnerait tous à mieux comprendre en fait l'essence de la motivation de l'autre. Je vais illustrer parce qu'il y a une boîte qui a vraiment poussé ça, qui est W. Elgore et Associés, qui est une entreprise libérée. Vous ne connaissez pas le nom de la boîte, mais vous connaissez ses produits qui sont Winstop, Gore-Tex. Et dans cette boîte-là, en fait, quand vous rentrez, on vous recrute, mais on sait que ce n'est pas le métier. Vous êtes par exemple recruté pour être un comptable, mais on sait que vous ne serez pas comptable dans cette boîte-là. Voilà. Ils ont 10 000 collaborateurs, il y a une histoire et ils savent que vous ne serez pas comptable. Et donc, en fait, ils ont un souci constant, c'est de se dire où est-ce que cette personne-là va pouvoir s'épanouir. Mais il ne suffit pas de lui demander parce que bien souvent, la personne ne le sait pas elle-même. Donc, ils ont mis une fonction dans la boîte, c'est un sponsor. Et l'objet du sponsor, c'est de vous rencontrer tous les 2 mois et de vous poser une question qui est qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu sais faire, maintenant que tu comprends mieux nos métiers, etc. Tu aimerais aller où sont tes centres d'intérêt, comment tu aimerais pouvoir avancer sur ces centres d'intérêt-là. Et petit à petit, en fait, W. Elgore et Associés va s'attacher à placer en fait un collaborateur au carrefour de 3 choses. Ce que le collaborateur aime faire, ses centres de motivation, ce que le collaborateur sait faire, ses centres de savoir-faire, et puis ce que le business peut faire. Et un jour, il y a un collaborateur qui est arrivé, qui expliquait qu'il jouait de la musique, qu'il avait des soucis avec sa guitare, qu'elle se désaccordait tout le temps, etc. Et puis il a dit, j'aimerais bien qu'on fasse des essais, qu'on essaye de mettre des choses sur des produits Téflon, parce que cette boîte fabrique en fait tout ce qu'on veut autour du produit Téflon. La mission de la boîte, c'est Make Money, Have Fun autour du produit Téflon. Et donc, ils ont mis des produits Téflon dessus. Ça motivait évidemment ce joueur de guitare. Donc là, on avait un centre de motivation. Il y avait des compétences autour de la musique et autour du produit Téflon. Et puis, il s'est trouvé qu'en se posant cette question-là, ils se sont dit, mais il y a un business autour de ça. Et c'est devenu le numéro 1 de la corde de guitare. Aujourd'hui, vous allez acheter dans un magasin de musique des cordes de guitare sous la marque Elixir. Ah, Elixir. S'il y en a qui connaissent la marque. Oui. Voilà. Et bien, ça vient du souci de se dire est-ce que je comprends de ce que l'autre aime faire, de ce qu'il sait faire et les business, les opportunités business qu'il y a autour. Voilà. Et donc, je ne suis pas certain que nous connaissons nos collaborateurs, nos collègues, nos partenaires au point de connaître en fait ce qui les anime au plus profond. Voilà. Moi-même, on m'aurait dit tu vas écrire un livre, je t'aurais dit non, c'est pas possible, je suis dyslexique. Il a fallu que je traverse cet Atlantique pour me dire mais il y a un vrai plaisir dans l'écriture. Voilà. Donc il y a aussi le temps que chacun va mettre pour pouvoir en fait s'acculturer à cette compréhension-là. Merci. Moi aussi, j'avais une question. En fait, en ce moment, on se rend compte qu'avec le confinement et la lutte contre le Covid-19, il y a pas mal d'activités, d'actions de soutien à la production de matériels semi-médicaux et médicaux, etc., par 3D printing et autres qui se sont mis en place et qui mobilisent des employés à titre personnel. Et là, on voit les gens sont ultra engagés. Actuellement, notamment... on fait partie d'une où on voit très clairement les gens sur WhatsApp. Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche et il n'y a plus de nuit. Les gens bossent sans compter. Donc là, je retrouve les côtés où tu disais que les gens se réalisent, il y a une notion de communauté. Forcément, j'ai des questions par rapport au phénomène, mais plus pragmatiquement parlant, qu'est-ce qui se passe quand le confinement se termine et que ces gens reviennent au boulot? Parce que ça fait un peu référence à ce que tu disais. Là, ils activent une part d'eux-mêmes qui ne se doutaient pas peut-être de savoir-faire, donc ils y vont à l'envie. Et quelque part, les résultats qui sont obtenus aujourd'hui montrent qu'il y a, rien que pour le réseau sur lequel j'ai le nez, là, c'est 10 à 20 000 productions par semaine. C'est énorme. Et donc,
quid de cet équilibre à la sortie? J'espère qu'on aura plus envie d'aider notre prochain derrière, hein. Il y a une vraie philosophie de vie derrière. On trouve du sens quand on est dans la crise. Quand il n'y a plus la crise, l'absence de sens ne se fait pas. On est dans ce que nous a appris le capitalisme. Travaille plus, tu gagneras un peu plus, tu auras une plus grande maison, une plus grosse voiture. Et le sens qu'on a donné à nos vies, elle est quand même assez ancrée là-dessus, sauf si on a eu la chance de s'interroger, de se développer pour se rendre compte que finalement, tout ça, ça mène à quoi? On n'a pas plus de bonheur derrière ça. Et on a en nous, tu le disais, ce besoin de contribuer à quelque chose de plus grand. Et on y trouve un intérêt immédiat quand on sait qu'il y a des médecins qui n'ont pas de masque. Et voilà, moi j'ai ma voisine qui fait des collectes dans la rue là actuellement pour payer des gels hydroalcooliques et des masques pour les médecins auxquels on se cotise. Donc voilà, elle est embarquée là-dedans, elle anime, et puis il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Pour autant, je la connais bien, et en dehors de la période de confinement, elle a toujours eu en elle cette idée d'aider l'autre. Voilà. Donc je pense que si ça peut réveiller l'envie de contribuer, parce que nous avons tous ce besoin humain, hein, dans les 6 besoins humains, le besoin de contribution, il est important pour tout le monde. Mais pour certains, le simple fait de travailler et rendre leur temps à leur entreprise, ça répond aux besoins de contribution. Bon. Ok. Est-ce qu'on a une autre Il est temps de brancher question? son micro pour poser des questions ou interagir. C'est ça, une autre envie de partage ou de témoignage? Agnès est encore là, elle nous a laissé un beau commentaire sur la conversation. Peut-être envie de la faire en direct, Agnès? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai beaucoup apprécié cette phrase de Lelouch, on se connaît et puis un jour on se rencontre. Voilà. Je sais pas, quoi d'autre vous voulez que par rapport à ce que j'ai écrit? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce que vous avez écrit? Donc le premier point, c'est cette phrase de Lelouch, et puis aussi la qualité. L'essentiel, c'est la qualité de nos relations. Donc en fait, c'est le lien, la relation qui est le plus important. Et puis aussi avec les autres, mais avec soi-même. Se rencontrer avec soi-même. Alors sur un bateau, effectivement, ou chez soi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait une petite croisière, si on peut dire comme ça, sur le Bélem. Et je me souviens justement aussi de ces quarts de nuit où c'était magique de pouvoir parler d'une façon mais plus douce avec les personnes, et puis aussi ce contact avec la mer et les étoiles, et puis du coup moi j'ai eu la chance de voir des dauphins. Tout ça fait qu'il faut faire attention aux autres, mais aussi à tout ce qui nous entoure, la nature aussi, et on peut se ressourcer comme ça. Donc peut-être que même si on est dans un appartement, on peut peut-être ouvrir la fenêtre et écouter le bruit des oiseaux. Voilà. Et ne plus être dans le faire. On a l'habitude, quand on est dans un bureau ou autre, être toujours dans le faire et être plus dans l'être. Voilà. Puis je terminerai par à chaque jour suffit sa peine. Ça en fait des paroles sages. Merci. Ouais. Une question directe pour Raphaël qui a été écrite également pour savoir si tu pourras nous laisser les liens TED que tu as cités sur les témoignages de gens après-guerre ou sur le MOOC Libérez votre cerveau, Raphaël. D'accord. Je
Je te les fais passer, tu les reroutes, c'est ça? Tu peux d'ailleurs les laisser directement dans la liste de conversation. Ouais, mais je les ai pas, il faut que je les cherche pour te les… Alors, dans ce cas, on les fera passer effectivement à la liste des présents, pas de souci. Ok. Raphaël, moi j'ai une question, est-ce que tu m'entends? Oui, pas bien, mais faut que tu parles plus fort. Donc, moi, ma question, elle est simple, tu parles de définir ses rêves. Comment tu définis tes rêves? C'est une bonne question, ça, Grégor. Comment est-ce qu'on définit ses rêves? Merci. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je me souviens d'un tout premier rendez-vous que j'ai fait, il doit y avoir 25 ou 26 ans. J'étais à un déjeuner et j'avais un entrepreneur qui me décrivait qu'il avait multiplié par 5 son chiffre d'affaires après avoir lu un livre qui s'appelait « Être riche pour vous, c'est quoi ?» Et je pense que, voilà, est-ce que c'est gagner plus d'argent? Est-ce que c'est passer plus de temps avec mes enfants? Est-ce que c'est avoir des relations pleines et épanouies? Est-ce que c'est apprendre tout au long d'une vie? Est-ce que c'est faire un marathon, etc. Je pense que déjà, ça nous pose cette question-là de se dire, dans tous les champs de notre vie, réussir, ça veut dire quoi? Alors, j'ai une petite métaphore pour ça, pour peut-être vous aider, que certains connaîtront peut-être. Imaginez que vous rentrez dans une chapelle ardente. En même temps que je raconte ça, je me dis chapelle ardente et coronavirus, c'est pas très gai, mais c'est pas très grave. Et en même temps que vous rentrez dans cette chapelle ardente, vous voyez qu'il y a des tas de gens que vous connaissez qui sont là et qui sont présents. Et puis, vous êtes de plus en plus curieux. Vous voulez savoir, c'est une chapelle ardente un peu à l'américaine, donc le cercueil est ouvert au fond. Et donc, vous voulez savoir qui est finalement est là. Et puis, vous vous rapprochez. Et puis, en fait, vous apercevez que c'est vous qui êtes dans le cercueil. Et là, il y a 5 personnes qui s'apprêtent à faire en fait un éloge funèbre. Dans ces 5 personnes, il y a la personne avec qui vous avez partagé votre vie, votre mari, femme, ami, enfin peu importe. Il y a un de vos enfants, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être un filleul ou un neveu ou une nièce. Il y a un collaborateur ou un associé avec lequel vous avez pu travailler. Il y a un ami, votre meilleur ami qui est là. Et puis quelqu'un avec qui vous avez partagé dans la société civile, une association d'entraide, peu importe, que ce soit une association sportive, une association caritative, peu importe. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, ces 5 personnes s'apprêtent à faire un discours. Qu'est-ce que vous aimeriez que ces 5 personnes disent de vous à la fin des fins? Est-ce que finalement, réaliser ses rêves, Grégor, réaliser son ultime plaisir de vie, est-ce que c'est pas ce que ces 5 personnes pourraient dire? Et donc, ça vous pose la question, quel père ou quelle mère j'ai envie d'être? Quel mari ou quelle femme j'ai envie d'être? Quel manager ou associé j'ai envie d'être? Quel ami j'ai envie d'être? Et puis, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace dans cette terre sur lequel j'ai potentiellement agi et contribué? Voilà un bon moyen ou un bon exercice pour se poser la question qu'est-ce que c'est que mes rêves? Parce que je suis convaincu que si vous avez des rêves, vous aimeriez que ces gens-là puissent le formuler d'une certaine façon. Peut-être qu'ils seront imbriqués, peut-être qu'ils ne sont pas imbriqués, mais en tout cas, ça me paraît intéressant d'aller creuser autour de ça. Tu prêches un convaincu. Merci pour la réponse. Merci. Écoute, merci beaucoup, Raphaël, pour ce moment de partage. Cette respiration qui nous a permis d'aller rêver un peu sur un bateau pour commencer avec des belles photos de beaux poissons, de cormorans et d'équipage épanoui. Tu vois, on en était aussi avec un équipage. On avait aussi notre fille de 11 ans avec nous aujourd'hui qui a écouté. Quand là, aujourd'hui, pendant la conférence. Et moi, je retiens une petite phrase notamment que tu as dite en introduction et je ne suis pas la seule à l'avoir retenue. Dans le chat, elle a été relevée plusieurs fois aussi. On a tous l'opportunité de se raconter une histoire qui nous plaît. Voilà. Je pense que c'est ce avec quoi je repars là maintenant. On vit quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais par contre, on a toujours le choix de savoir comment on vit et comment
quelle représentation on s'en fait et voilà, quelle histoire on raconte autour de ça. Donc, à nous d'essayer de raconter une belle histoire et notamment de préparer une suite aussi. Et on s'y attache. Certains d'entre vous ont peut-être déjà été sollicités par Céline, notamment, mais pour préparer une reprise, pour essayer d'emmener avec nous des apprentissages qu'on a trouvés très, très efficaces, très bénéfiques, très positifs pour nous et potentiellement pour nos structures et pour la nature, pour notre environnement. Donc l'idée, c'est d'arriver à en être vraiment conscient, de les modéliser, puis de les emmener avec nous par la suite, et puis de réfléchir aussi sur peut-être d'autres façons de fonctionner. Donc on a un groupe qui s'appelle voilà, Et après, qui est lancé et qui va commencer à démarrer demain. Donc si vous êtes intéressé pour participer, n'hésitez pas à nous contacter à la suite de cette conférence. J'ai partagé ce matin dans ce groupe, Céline pourra peut-être le relayer, une conférence qui a été filmée il y a 1 an par un monsieur qui s'appelle Gaël Giraud, qui est à la fois un économiste, grand haut fonctionnaire, mais qui est jésuite, qui a prêté ses vœux et qui est absolument passionnante. Et donc, je vous invite à aller la voir. Il a une vision du monde qui est à la fois écologique, économique, financière, parce qu'on est dans un monde qui est financiarisé, c'est compliqué de pouvoir faire sans. Et il explique avec beaucoup de pédagogie le fonctionnement en fait du monde financier. Il donne des solutions assez intéressantes sur ce qu'il faudrait pouvoir mettre en place. Donc, ça avance. Et je salue Com que je suis en train de voir. Je t'entends pas, Com, tu n'as pas mis ton micro. Alors, si je me permets, mention spéciale pour le fond, pour Com. Si on a une palme d'or à remettre, c'est pour Com. Hein. Il travaille. J'ai suivi ça discrètement pour ne pas distraire Raphaël ni Ludovic qui est muet aussi, mais c'est les vieux copains qui se retrouvent, donc c'est assez sympa finalement ce confinement. Et je voudrais illustrer, puisque Com est là, Com est un vieil ami, on s'est connus, on devait avoir 15 ans. Et je pense qu'il fait partie des gens qui ont travaillé dans un secteur qu'il aimait et dans lequel, je pense, il apporte beaucoup de bien. Voilà, et vous comprendrez derrière le tableau dans lequel il est, qui tourne dans le domaine de l'art. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont associées au domaine de l'art qui peuvent nous permettre de rendre la vie plus beau. Certains écrivent, d'autres dessinent, d'autres peignent, et que le monde de l'art est intéressant. Je voudrais juste dire que ce n'est pas le monde de l'art, c'est l'œil. C'est ça le meilleur instrument. Il faut regarder, ou savoir écouter, t'écouter toi, mais regarder. En tout cas, bravo à la ruche industrielle. Merci. C'était un plaisir. Merci à tous d'avoir été là à cette conférence. On n'a plus envie de se quitter maintenant qu'on s'est un petit peu rencontrés. Ça, c'est ta faute, Raphaël. Hein. Mais bon, il va falloir qu'on retourne à nos activités, chacun. Et puis, ma foi, bon vent à vous et au plaisir de vous revoir sur une autre rencontre en visioconférence en attendant mieux. Merci. Au revoir. Merci.